Enfin, je veux dire, faire son deuil, franchement, ça signifie rien. J'en peux plus de cette expression. Je vais vous dire, j'en peux plus. Je passe mon temps parce que je fais, voilà, pas mal de... Je vois beaucoup de gens en contrôle, en supervision, qui parlent de faire leur deuil, faire leur deuil. Les médecins aussi parlent de faire leur deuil. Il faut que les parents fassent leur deuil. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors évidemment, on peut nous dire des choses sur qu'est-ce que ça veut dire que pouvoir prendre un certain recul, souffrir un peu moins. Mais vous savez, je sais pas, moi, je suis pas sûre que perdre un enfant, on en fasse le deuil un jour. Hein. C'est pas prouvé que ce soit possible. Et pourquoi je vous réponds de façon un peu, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça n'existe pas. Voilà. C'est que le problème de faire son deuil a entraîné dans le monde de la périnatalité un nombre de protocoles de deuil que vous ne pouvez pas imaginer, qui sont des catastrophes. C'est-à-dire que protocole, ça veut dire on ne se pose pas de questions, on applique le protocole. Vous mettez un enfant au monde, il meurt à la naissance, protocole de deuil. Vous avez ça dans les maternités. Protocole de deuil, alors il faut que vous preniez votre bébé dans les bras. Parce que vous savez que si vous ne le prenez pas dans les bras, vous n'allez pas faire votre deuil. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Chaque personne est différente. Chaque être humain, pour essayer de vivre l'horreur qu'il est en train de vivre, eh ben, il va devoir élaborer, ça va être tout un travail pour lui, ça va être compliqué. Comment on peut savoir à l'avance ce qui va permettre à quelqu'un de faire son deuil ou de ne pas faire son deuil? C'est quoi ce truc? Alors maintenant, il y a des protocoles absolument terribles et obligatoires et systématiques. Et l'autre jour, je suis tombée sur une étude que j'ai trouvée vraiment intéressante. C'est pour ça que les études, il ne faut pas les mettre de côté en se disant « bon, ça c'est de la science, ça ne nous concerne pas ». Ils ont fait une étude comme quoi, dans ces histoires-là de mort d'un bébé, forcer la mère à être en contact avec le bébé à la naissance pouvait augmenter les troubles du stress post-traumatic disorder, là, le PTSD. Et que donc maintenant, ils commencent à se reposer la question. Vous voyez, il n'y a pas un moyen, quoi. Comment vous faites en sorte qu'une mère peut supporter l'idée que le bébé qu'elle vient de mettre au monde est mort? Et un père. Enfin, c'est terrible. Alors les écouter, les porter, être auprès d'eux. Nous, évidemment qu'on travaille beaucoup avec la question de la mort, parce qu'on est à un niveau très élevé de réanimation. Vous savez, il y a des services qui réaniment des plus gros bébés, puis des services très très spécialisés qui réaniment les minuscules. Bébés funambules, là, entre la vie et la mort. Donc nous, on réanime des minuscules bébés, et bien entendu, certains bébés meurent, et bien entendu, il y a des arrêts de réa décidés en soins palliatifs, enfin, tout ça est très compliqué. Moi, sur ces 20 années d'expérience, j'ai vu que quand on était le service extrêmement présent aux parents, et pas seulement les psychologues, quoi. Parce que c'est trop facile de dire « oh là là, c'est compliqué, le bébé est mort, hein. Moi je suis médecin, ça ne me plaît pas du tout ce truc-là, ça m'angoisse, la psychologue, elle va... elle voyait avec la mère pour qu'elle fasse son deuil. » Non, c'est toute une équipe qui doit accueillir une famille quand un enfant va mal, quand on sait qu'il va mourir et quand il meurt. Il y a un accompagnement de toute l'équipe, de pouvoir dire à l'équipe, écoutez, voilà, on est tous malheureux de cette mort. Juste, ça aussi, on pourrait en parler très longtemps. Juste vous dire, comme ça, il n'y a pas très longtemps, un père qui est revenu me voir, peut-être un an après la mort de son bébé, et qui m'a dit, mais vous savez, le travail qu'a fait l'équipe, comme on nous a parlé de lui, comme vous avez été présent pour nous, comme on pouvait s'adresser jour et nuit. Jour et nuit, moi j'ai demandé à ce que... Évidemment, on est là jour et nuit, nous, c'est un service, comme vous doutez, on ne va pas se coucher en disant, bon les bébés, bonne nuit, on vient demain. Hein. Il y a tout le temps des médecins sur place, tout le temps des puéricultrices. Et ils savaient que ces parents-là, qui venaient de perdre leur bébé, pouvaient appeler, pouvaient y compris venir, quand ils voulaient nous parler, reposer des questions sur qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi. Et donc, il y a eu un véritable... On les a portés. On ne leur a pas dit, il faut faire votre deuil, mais on leur a dit, voilà, on est là, on en parle, qu'est-ce que c'est dur pour tout le monde. Et il a dit, vous savez, ce bébé qui à la naissance, on nous avait dit qu'on ne savait pas s'il allait vivre ou mourir, ce bébé, comme il est resté 2 mois dans le service, eh ben, il a pris une place dans notre famille. C'est vous qui l'avez fait exister. Maintenant, on sait qu'on va en parler aux frères, aux sœurs, on peut parler de lui. Alors qu'avant, on n'avait même pas dit à la famille qu'il était né. Vous voyez, quelque chose peut un peu symboliser de ce réel monstrueux. Mais bon, dire faire son deuil, il faut faire son deuil. Franchement, je crois que ça, c'est du plaquage. Si vous voulez, c'est tout le mal
que la psychologie peut faire, quoi. Et que la psychanalyse critique, quand même, heureusement. C'est plus subversif que ça, la psychanalyse. Il n'y a pas de protocole pour faire son deuil, il n'y a pas de façon d'être dans un service de réa quand on est psychanalyste. Il y a juste se coltiner avec l'équipe, l'angoisse que ça représente, et essayer de trouver les mots pour la parler, et pour les aider, eux, à en parler. Faire des liens, quoi. Faire des liens. Voilà, à peu près tout. Bah, le désir de savoir, pour Freud, c'est un dérivé de la curiosité sexuelle. La curiosité sexuelle des enfants, c'est l'origine du désir de savoir. Si elle a été très inhibée, on aura des enfants inhibés, et si elle a été, au contraire, elle n'a pas été découragée, alors on aura des enfants qui seront curieux. Voilà. Simplement, le problème, c'est qu'est-ce qu'ils veulent savoir, qu'est-ce qu'ils cherchent à savoir. Voilà. Alors, le désir de l'analyse, c'est autre chose, et c'est pas son rapport. D'abord, c'est une création de Lacan. Le désir de l'analyste, c'est pas comme on peut le penser, le désir de monsieur un tel psychanalyste. Voilà. C'est un désir, au fond, qui est construit dans la situation analytique. C'est le désir que peut supposer l'analysant à l'analyste, par exemple. Euh, Par exemple, c'est la façon dont l'analyste, la position de l'analyste va réactualiser le tout premier désir de l'autre, Catherine parlait de ça tout à l'heure, auquel le sujet a été confronté, c'est-à-dire la dimension énigmatique de ce désir. Voilà. Donc l'analyste va soutenir cette position-là. De la même manière, il va supporter euh, le fait qu'on lui suppose un savoir, ce qui n'est pas la même chose que le désir de savoir, et puis le fait qu'on le suppose porteur d'un objet précieux qui serait ce savoir. Alors pendant toute une période, Lacan a distingué les deux, puis les a rapprochés. Mais il a rapproché désir de l'analyste et désir de savoir en jouant sur l'équivoque du terme de savoir. Parce que le désir de savoir au sens de la psychanalyse, c'est pas un désir de connaissance, c'est pas un désir de théorie, c'est pas un désir euh, du savoir institué, ce que Lacan appelle le savoir référentiel. Hein, voilà. C'est un désir de savoir qui est produit par l'analyse du sujet, par son analyse personnelle, et qui est le fait qu'à un moment donné, au-delà de la, comment dire, au-delà de la recherche de la résolution du symptôme, ou de la levée du traitement, on est à un moment donné mordu par son inconscient. Voilà. Donc voilà, on peut le dire comme ça. Voilà. Et à ce moment-là, il y a quelque chose où il y a une poursuite du désir de savoir. Mais si l'analyste écoute son analysant avec un désir de savoir au sens de la connaissance et au sens truc, il va rater quelque chose. Il va faire de son analysant un objet voilà, dont il va vouloir, voilà. Donc c'est pas là que ça se passe. Donc, à la fois, il y a une proximité, si on veut jouer sur l'équivoque du mot savoir, hein, c'est-à-dire entre ce qui est du côté des connaissances, voilà, du savoir universitaire, etc., et puis un autre savoir qui est celui de l'inconscient, et qui est un savoir euh, compliqué, parce que si l'analyste euh, qui a mené son analyse jusqu'à un certain point sait quelque chose, c'est qu'il y a une limite au savoir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne pourra pas se savoir, qu'on pourra seulement cerner. Donc, vous voyez, il y a un paradoxe entre ce désir de l'analyste qui, au fond, est un désir soutenu par quelque chose dont il sait la dimension réelle, causé par quelque chose dont il sait la dimension réelle, qui est cet objet perdu, et dont il sait qu'il ne se retrouvera pas, et dont il sait qu'il ne peut pas se mettre en savoir, qu'il est quelque chose qui ne peut pas se savoir, et en même temps, une quête qui, au fond, d'une certaine façon, est sans espoir, mais c'est ça qui fait aussi tout son intérêt.
c'est une question très compliquée et très embrouillée, parce que, comment dire, si quelqu'un sait déjà pas mal se débrouiller avec tout ce qui tourne autour de sa jouissance, c'est déjà pas mal. Euh, Toute la question, c'est la question de la fin de l'analyse et de savoir si elle présente une garantie. On pourrait dire qu'elle pourrait être pour la formation du psychanalyste, mettant le terme de formation entre guillemets, ce serait une condition nécessaire, mais peut-être pas suffisante. Euh, Rien ne. Ce moment que Lacan avait appelé la passe, puis au-delà de la passe, ce qu'on appelle la fin de l'analyse, qui n'est pas la même chose que la passe, c'est certainement quelque chose d'indispensable, mais rien ne prouve que ce qui s'est ouvert à un moment donné ne va pas se refermer plus tard. On n'a aucune garantie de ce point de vue-là. C'était même une question que soulevait Lacan, de savoir si, au bout d'un certain nombre d'années, il y avait toujours du psychanalyste. Donc ça, c'est un premier point. Il faut donc être très prudent sur ces questions-là, surtout que sur la question de la passe et de la fin de l'analyse, Lacan a beaucoup varié, et que les ambitions du début n'étaient plus les mêmes que celles de la fin. Et à la fin, c'est précisément plutôt autour de la question de la jouissance. Donc vous voyez, c'est pas à distinguer. C'est autour de la question de la jouissance que se traite la question de cette fin d'analyse, parce que Lacan parle de savoir y faire avec son symptôme, c'est-à-dire au fond, savoir travailler avec sa jouissance, et savoir en tout cas la circonscrire ou se débrouiller avec, ça n'est plus quelque chose d'aussi absolu que ça a pu l'être dans les tout débuts. Alors, que dire de ceux qui n'ont pas été jusqu'au bout de leur analyse? Alors, je ne sais pas ce qu'on peut dire, malheureusement c'est le cas de beaucoup. À l'école freudienne de Paris, je me souviens je ne dirais pas son nom, mais c'était une des analystes les plus importantes autour de Lacan, et qui rapportait des propos de Lacan et les siens propres, où le problème d'une association aussi grande, c'était que voilà, beaucoup n'avaient pas fini, comme on dit, leur analyse. Mais il n'est pas certain que la fin de l'analyse soit une garantie, mais elle, comme je l'ai dit, nécessaire, peut-être pas suffisante. Que dire ça voudrait dire qu'il faut disqualifier tous les premiers élèves de Freud. On peut penser qu'à partir d'un certain moment, c'est une question que je me pose maintenant parce que nous avons dans notre association des procédures d'entretien ou de jury, etc., qui permettent d'interroger un peu ces questions, ces points-là. Et au début, on a été très choqués de s'apercevoir ou d'entendre que pour certains, pour certains rares, hein, ce qu'ils avaient fait comme analyse personnelle était très succinct, hein, très élémentaire, pas beaucoup. Et dans ces cas-là, la réponse était souvent non. Mais on peut se demander aussi si pour un certain nombre d'entre eux, pour les meilleurs, les plus accrochés à la psychanalyse, ce qui ne s'est pas fait dans leur analyse ne va pas, d'une certaine façon, se poursuivre avec les analysants. Au fond, c'est ce qu'a fait Freud, hein, avec les analysants, avec le choix d'un maître, ou superviseur, je ne sais quoi, et que d'une certaine façon, ça leur permettra de mener au moins les choses à un point au-delà de là où ils en étaient arrêtés, avec le moment où ils ont cessé de fréquenter et de rencontrer leur analyste. C'est une question, j'ai pas de réponse là-dessus. Le deuxième point, peut-être, au fond, c'est un peu compliqué, c'est de savoir si, au fond, à certains moments, un analysant ne peut pas aller. Alors, est-ce qu'un analysant peut aller au-delà de là où son analyste est arrivé? C'est une vraie question. Dans beaucoup de cas, certainement pas, parce que c'est au fond le sens de la formule de Lacan que la résistance, c'est la résistance du psychanalyste, et quelque chose que l'analyste ne permettra pas comme franchissement. Dans d'autres cas, je pense qu'il y a à un certain moment des analystes qui vont supporter que ça aille au-delà du point où ils peuvent articuler les choses. D'ailleurs, ça leur apportera à eux quelque chose aussi, et on peut imaginer que dans certains cas, certains savent ne pas
empêcher que ce travail se prolonge. Vous voyez, je veux dire. De toute façon, moi je crois que toujours un analyste qui est allé jusqu'au bout de son analyse ou un analyste qui n'est pas allé jusqu'au bout de son analyse, je crois que l'analysant qui a affaire à ça a toujours, à un moment donné, à la fin de l'analyse, ça c'est mon hypothèse, je pense que l'analysant est aux prises avec les points aveugles de son analyste. Il ne le sait pas, mais c'est ça qu'il a à mettre au travail. Et ça fait travailler l'analyste. Comment dire, on peut quand même souhaiter, enfin c'est au moins ce que on peut espérer d'un analyste qui se forme, c'est qu'il mène son analyse le plus loin possible. Et que peut-être justement, pour revenir à la question précédente, il ne confondent pas le désir de savoir avec le désir de connaissance.